Michel Derdevé, bonjour, bienvenue dans la grande interview de 100 leaders pour la planète, c'est un plaisir de vous recevoir. Est-ce que tout d'abord, pour nos auditeurs, vous pouvez vous présenter, vous et vos domaines d'action? Donc je m'appelle Michel Derdevé, vous l'avez précisé, j'ai 62 ans, j'ai passé l'essentiel de ma carrière à 35 ans à EDF, RTE et Enedis. Aujourd'hui je suis senior advisor chez EY, dans la partie énergie du conseil d'EY, et j'ai un engagement européen de toujours qui fait que je préside depuis 2020 un think tank qui s'appelle Confrontation Europe et une association qui s'appelle la Maison de l'Europe de Paris. Très bien. On va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet, puisque vous êtes un spécialiste aussi de la France et l'Europe face à l'énergie. Pendant plusieurs décennies, la France a été poussée par l'Union européenne, menée par l'Allemagne, à se diriger vers une dénucléarisation, qui a d'ailleurs fini par emmener Emmanuel Macron à fermer Fessenheim et à aujourd'hui rouvrir certaines centrales à charbon pour faire face à la crise énergétique. Et aujourd'hui, il a un petit peu changé de braquet. Notre président, il semble vouloir réouvrir du nucléaire avec 6 réacteurs de nouvelle génération. Alors ma question est simple, qui avait raison? Est-ce que c'est le Macron dénucléarisateur ou est-ce que c'est le Macron qui veut réouvrir du nucléaire? Alors d'abord, si vous me permettez, je reformulerai votre question parce que vous avez introduit le sujet en évoquant le fait que c'est l'Europe qui avait obligé à faire ça ou pas ça. Et l'Allemagne un petit peu. C'est pas le cas, hein. L'Europe, il y a dans les traités un article 194 du traité qui dit on fait ensemble, l'Union, elle aide dans un objectif de solidarité sur des questions de sécurité d'approvisionnement, sur des questions d'interconnexion. Donc sur un certain nombre de sujets, l'Union peut être le niveau pertinent d'action entre les États membres. Mais l'article 194 alinéa 2 dit le choix des mix énergétiques, c'est les États qui le gardent. Et la façon dont les États préparent leur sécurité d'approvisionnement relève de choix nationaux. Donc vous voyez, l'Europe, elle n'a jamais interféré sur les choix français de faire plus ou moins de renouvelables, plus ou moins de nucléaire, plus ou moins de charbon, plus ou moins de gaz. Ça, c'est resté un choix national. Et donc il faut faire attention. Il y a quand même cette tendance européenne vers une dénucléarisation. Non, il y a eu des choix faits dans d'autres pays qui étaient des choix qui n'étaient pas liés au nucléaire. Mais ça n'a en rien obligé la France à aller dans un sens ou dans l'autre. Si la France n'a pas fait assez de renouvelables depuis 10-15 ans, c'est une décision française. C'est pas lié ni à l'Europe, ni à l'Allemagne, ni à un autre pays. C'est-à-dire que nous sommes restés en matière énergétique souverains quant aux choix que nous avons faits ou quant aux choix que nous n'avons pas faits. Je me permets de dire ça parce que souvent en France, on renvoie la balle, vous savez, c'est comme le rugby, moi j'adore le rugby, et on renvoie à l'Europe tous les horreurs, les abominations et tout. Surtout pas ça, je veux dire, en matière énergétique, nous avons notre part de responsabilité dans ce qui a marché et dans ce qui n'a pas marché. Hein. Et donc, ça veut dire que l'Europe, c'est un niveau pertinent, mais où on aurait pu faire plus. Moi, je milite depuis toujours pour qu'on fasse une union de l'énergie, une vraie politique européenne de l'énergie. Là, s'il y avait eu des défaillances et si on avait fait ce choix structurel, on pourrait critiquer l'Europe. Mais en l'occurrence, ça n'est pas le cas puisque les États membres ont souhaité garder par devers eux la capacité de faire du nucléaire, de ne pas en faire. Et donc on n'a jamais été sur un niveau décisif de choix partagés et on s'est limité à des questions certes importantes, les interconnexions, certains sujets, mais en gardant bien le reste pour des choix qui sont propres à chaque pays. Très bien, mais alors au niveau du nucléaire, pour se recentrer là-dessus, quelle est la meilleure voie? Se dénucléariser ou recommencer le nucléaire ou peut-être une voie tierce? Non, je pense que la réponse aujourd'hui, il faut reposer les choses dans leurs termes. Les termes, c'est quoi? C'est sortir en Europe des énergies fossiles. Nous avons aujourd'hui une dépendance qui coûte à peu près 700-800 millions d'euros par jour que Dieu fait d'importation de pétrole, de charbon et de gaz. Si on veut être une Europe décarbonée en 2050, ce qui est l'objectif partagé par tous les Européens, en tout cas par une majorité d'États au niveau du Conseil, on voit bien que le sujet ne sera pas un sujet nucléaire ou renouvelable. Ce sera le nucléaire et les renouvelables qui seront la seule façon de se dépêtrer de cette addiction aux énergies fossiles qui nous coûtent cher, qui nous rendent dépendants de pays qui utilisent l'arme énergétique comme une arme géopolitique et qui en plus ne correspond pas aux objectifs écologiques que l'Europe s'est fixés. Donc vous voyez, si on veut aller vers la décarbonation, le sujet ce ne sera pas toujours encore de se foutre sur la figure entre les pro-nucléaires, les anti-nucléaires, les pro-renouvelables, les anti-renouvelables. Il faudra qu'on fasse les deux.
Et j'ai envie de dire les deux rapidement. Un mix énergétique donc. Un mix énergétique décarboné. Décarboné, ce serait mieux. Pour continuer sur la crise énergétique, je voudrais qu'on parle un petit peu de la guerre en Ukraine. Pour sanctionner la Russie de la guerre qu'elle a militairement engagée, l'Union européenne a décidé d'interdire les importations de gaz russe. Néanmoins, on le sait aujourd'hui, d'autres pays ont vu une opportunité, comme l'Inde, qui rachète les hydrocarbures russes et qui les revendent ensuite à l'Union européenne à un prix plus élevé. Premièrement, est-ce que selon vous, il faut maintenir ces sanctions alors qu'au final, on achète quand même des hydrocarbures russes, mais de façon détournée? Il faut les maintenir, mais il faut les maintenir si on les rapporte aux produits importés et pas à qui envoie le produit importé. Donc vous voyez très bien, on a travaillé là sous la présidence française et la France a réussi à faire accepter la création d'un mécanisme qui s'appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc si on a dans le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières un dispositif qui permet de pénaliser ou de mettre une taxe à l'importation de pétrole, peu importe le pays qui importera, ou qui sera le pays d'où viendra le pétrole, puisqu'on aura un mécanisme aux frontières de l'Europe, une écluse écologique permettant de taxer quelque part le pétrole, parce que c'est un produit carboné. Et donc vous voyez, un des moyens de régler la question, c'est moins de se dire la Russie ou d'autres pays, c'est par rapport à toutes les énergies fossiles de mettre en place des règles qui sont identiques, pour aussi ne pas créer un effet d'aubaine vers les pays producteurs de fossiles qui ne seraient pas la Russie. Si par hasard on ne met des sanctions que vis-à-vis de la Russie, vous allez avoir toute une série d'autres pays qui vont s'enrichir du fait de la dépendance fossile de l'Europe. Le seul moyen de combattre sur moyen long terme, c'est de passer à des énergies endogènes, des énergies européennes, d'où mon raisonnement précédent sur le nucléaire et les renouvelables, parce que en partie, c'est des énergies qui sont moins dépendantes de facteurs étrangers et de pays qui s'appellent l'Algérie, la Russie, les États-Unis, le Qatar, l'Arabie Saoudite, bref, toute la galaxie de pays auprès desquels on achète aujourd'hui des énergies du passé. Très bien. Ça m'amène à une question que je voulais vous poser par la suite, de la souveraineté européenne. On voit qu'on a cette dépendance à certains hydrocarbures. On a vu au moment du Covid qu'on avait une dépendance même au niveau, ne serait-ce que des masques, des pays extérieurs à l'Europe. Ça pourrait être pareil pour d'autres produits, comme même les voitures électriques. C'est d'autres pays qui produisent les moteurs, notamment la Chine en grande partie. Est-ce que ça ne soulève pas un problème de souveraineté européen et de cette Europe maastrichtienne et du marché unique qui ont ouvert les fenêtres, si on peut dire, et qui ont peut-être un petit peu sous-estimé cette souveraineté européenne? Non, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'intérêt d'avoir un espace commercial européen, c'est que d'abord, quels que soient les scénarios de demain, l'Europe, elle ne va pas fonctionner par elle-même, pour elle-même et avec elle-même. L'Europe, elle aura besoin de flux économiques avec les autres continents, les autres pays. Et donc ça sera quelque chose qui sera un des éléments forts du paysage de demain. Donc, de grâce, il ne faut pas raisonner sous l'angle souveraineté, comme si on réinventait tout par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ça ne marchera pas. Ce qui est important par contre, c'est d'introduire un deuxième concept qui s'appelle l'autonomie stratégique. C'est-à-dire que souverain dans tous les domaines, dans toutes les industries, dans tous les composants qui composent les industries, sans doute pas. Autonome stratégiquement à certains moments sur certains segments industriels, ça peut être un chantier. Ça a été fait. Vous savez, par exemple, sur les batteries pour les véhicules automobiles, avec une alliance pour les batteries qui a été construite entre la France, l'Allemagne et d'autres pays européens, fortement subventionnée par la Commission européenne, pour essayer sur la problématique des batteries de ne pas dépendre, vous les citiez, des Chinois ou d'autres fabricants de batteries. Mais faisons attention à ce thème, et encore une fois, le marché Maastricht n'est pour rien là-dedans. Enfin, je veux dire, je vous rappelle que le traité de Rome du 25 mars 57 fait que la politique commerciale, c'est une politique commune. Donc si on a une politique commune pour échanger avec les autres continents, ça date depuis 57. Et si... C'était plutôt européen au niveau du traité de Rome et plutôt mondialiste au niveau du traité de Maastricht. Non, mais même. Après nous, on décide dans le traité de Rome d'avoir une politique commerciale commune, ça veut dire qu'on a une vocation cosmopolite universaliste. Si on met une politique commune, c'est pas... Justement, si on travaille avec les 6 pays fondateurs de l'Europe en 57, c'est pour avoir une dimension critique au niveau mondial. Donc ça, il faut surtout pas le perdre. Ça veut dire que, quelles que soient les difficultés avec la Russie, avec le commerce avec la Russie aujourd'hui, le rayonnement
culturelle, politique de l'Europe passe par le fait qu'on doit être dans des échanges avec des pays tiers. Alors c'est compliqué quand on a en face de nous des blocs qui font de leur économie un élément de domination. C'est le cas de la Chine, c'est le cas de la Russie, c'est le cas d'autres pays. Mais il n'empêche, hein, je ne nous vois pas demain nous enfermer dans une logique où on ne commercerait pas avec les autres continents. Il faut garder cette dimension de flux et par contre introduire sans doute des règles. Ça a été prôné par le Parlement européen à la demande, sur l'initiative de Raphaël Glucksmann, des règles de bon commerce. Ça veut dire qu'on va peut-être à un moment donné ne pas, ou interrompre, ou mettre entre parenthèses le commerce avec certains pays ou certains continents qui ne respectent pas les principes d'état de droit, de liberté des personnes, de liberté syndicale. Voilà, il y a derrière des règles. Le commerce n'est pas, ne se fait pas n'importe comment avec n'importe qui. Mais ne tuons pas là aussi le principe d'une Europe ouverte sur les autres et pouvant aussi se nourrir de ces échanges. Très bien. Est-ce que l'Union européenne donc, peut avoir des leviers pour sortir aussi de cette dépendance énergétique vis-à-vis des pays autres? Et quels sont ces leviers? Ils ont été posés récemment, encore très récemment, mi-septembre par la Commission européenne. Ces leviers, c'est d'abord la sobriété. Ça veut dire que, c'est classique de le dire, mais la meilleure énergie du monde, c'est celle qu'on ne consomme pas. Hein. Donc ça veut dire penser à tout le gisement d'économie d'énergie qui est faisable. Moi, j'ai fait un article dans Le Monde le 15 juillet pour prôner l'effacement de consommation chez les particuliers, chez les consommateurs domestiques. C'est-à-dire que si on vous rémunère, vous, à 19h parce que vous ne consommez pas, ben vous allez avoir une incitation. Et donc le tarif que vous proposent les différents fournisseurs doit refléter cette capacité à être sobre. La sobriété, c'est pas la bougie, c'est pas archaïque, c'est extrêmement moderne. Être sobre, c'est prendre des habitudes de comportement par rapport à sa douche, à sa cuisine, à la façon dont on fait couler un robinet d'eau ou on éclaire une pièce. Et donc tout ça, il y a un gisement considérable, en tout cas qui peut à court terme nous permettre pour l'hiver 2022-2023 de passer les pics de consommation, les fameux pics de consommation. Si on a, à travers des comportements sobres, 5-10% de moins de consommation au moment critique à 19h, ça peut faire qu'il n'y aura pas de blockout, qu'il n'y aura pas de délestage. Et donc, il faut se mettre dans cette idée que, 1, on peut le réaliser, et 2, c'est pas extrêmement complexe. Mais une fois qu'on aura fait cet effort sur la sobriété, le deuxième volet, c'est la solidarité. Et la solidarité, ça se joue dans des territoires. Si moi, je suis dans une vallée pyrénéenne où j'ai un barrage qui m'alimente et qui me permet d'être dans une certaine autonomie, il faut que cette électricité, elle soit ça aussi à la vallée d'à côté ou au département d'à côté. Et donc, vous voyez très bien que le pire danger, dans des moments où on sent qu'il va y avoir des tensions sur les systèmes énergétiques, c'est le repli sur soi. Ce que j'appelle l'élexit. C'est-à-dire, je me coupe au plan électrique des autres parce que je veux maintenir mon domaine protégé. Ça, c'est une grande régression dont le principe de solidarité, c'est celui qui, au plan technique, économique et politique, évite la déconstruction de toute une série de systèmes qui ont fait leurs preuves. On l'oublie souvent. Les Européens, certes, ont signé le traité créant la communauté européenne du charbon et de l'acier en mars 57. Mais en mars 51. Mais en février 51, les Européens créent l'Union pour la coordination de la production et du transport de l'électricité. Donc tout ça, c'est des sous-jacents qu'il ne faut pas perdre au passage. Votre question, c'était comment on fait, hein? Comment on fait, troisième élément, c'est aussi en favorisant les énergies européennes, les énergies qu'on peut déployer, utiliser. Donc, je reviens sur mon raisonnement où on se départit des énergies fossiles importées, coûteuses, qui grèvent le pouvoir d'achat et qui nous font vivre dans une dépendance géopolitique par rapport à d'autres. Et par contre, on va bien sûr accélérer les renouvelables à fond. Et pour les pays, c'est le cas de la France, qui veulent faire du nucléaire, vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, aller vers du nucléaire. Mais le nucléaire, il n'y a pas que des EPR. Il y a aussi les petits réacteurs nucléaires, il y a les SMR, il y a toute une technologie aujourd'hui qu'il faut regarder parce que elle pourra apparaître comme complémentaire au développement de l'éolien, du photovoltaïque et de l'hydraulique.
Au-delà de cette sobriété, cette solidarité, donc développer des secteurs, est-ce qu'il y en a un en particulier qu'il faudrait mettre en place tout de suite et qui est un petit peu en retard en Europe? Bien sûr, c'est travailler sur une filière hydrogène. Si on laisse l'hydrogène se mettre en place pays par pays, avec quelque part une compétition entre États européens sur qui sera le premier à avoir une industrie de l'hydrogène, ça ne le fera pas. Je veux dire, le combat de l'hydrogène, c'est un combat mondial. Et face à la taille des acteurs en Chine, aux États-Unis, il est urgent que les Européens travaillent sous le même drapeau, se mettent ensemble pour faire de la recherche, développement, de politique d'innovation et politique de déploiement industriel. Donc là aussi, vous voyez, vous avez les deux scénarios. Où je regarde mon pays, mon voisin européen, et je me dis, ah, je serai le premier avant l'allemand, ah bah tiens, les Espagnols, je vais les doubler, oh l'Italie. Ou alors je me dis, bah, le sujet est tellement vaste, tellement coûteux au plan financier, qu'avoir une démarche pour aller rapidement vers l'hydrogène passe par une mutualisation. Mutualisation de la recherche, mutualisation industrielle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été le cas sur les batteries pour les véhicules électriques, ça peut être le cas pour une industrie européenne de l'hydrogène. La Commission européenne envisage de plafonner le prix du gaz importé afin de réduire la facture énergétique. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une bonne mesure pour faire face à la crise actuelle? Ah oui, je pense que c'est une bonne mesure. Pourquoi? Parce qu'elle va éviter les phénomènes erratiques. Et comme vous savez, le prix du gaz détermine le prix de l'électricité. Puisque le prix de l'électricité en Europe est construit sur la dernière centrale au gaz mise en service quelque part en Europe. Et donc on a une très grande corrélation. Si vous mettez un plateau de cloche à fromage, ou une autre image, sur le prix du gaz, vous allez éviter les phénomènes erratiques et puis la spéculation. Le seul bémol que je mets, c'est qu'il faut le faire sur tout le gaz et pas uniquement le gaz russe. Il faut le faire pour le gaz russe parce que l'effort de guerre de Poutine se retrouvera bien entendu impacté si on met un prix d'achat unique du gaz en Europe, mais il faut le faire aussi auprès des autres fournisseurs de gaz de l'Europe pour éviter que ceux-ci profitent de l'effet d'aubaine consistant à avoir plafonné le gaz russe. Donc il faut avoir une mesure identique. Ça a été fait déjà, plafonnement du prix du gaz en Espagne, mais pas qu'en Espagne, en Autriche, en Allemagne, en Grèce. Beaucoup de pays l'ont déjà mis en place, mais il faut un prix, cette fois-ci européen, concernant toutes les importations de gaz. Et la même démarche doit être faite aussi, c'est ce que propose la Commission, pour le prix de l'électricité, puisqu'il y a ce qu'on appelle en termes techniques les productions inframarginales, puisque je vous ai dit que le prix marginal, c'est celui de la dernière centrale au gaz. Si toutes les productions d'électricité non gazières, non basées sur du gaz, se retrouvaient sans plafonnement, sans price cap, vous auriez une explosion. Et donc un effet de rente, un effet d'aubaine pour les productions issues des renouvelables, du nucléaire, tous les autres moyens de produire de l'électricité. Donc moi, la préconisation économique que je formule, c'est on met tout ça sous contrainte pendant un certain nombre de mois, j'espère que ce n'est pas en termes d'années, mais plutôt en termes de mois qu'on va raisonner, pour éviter l'effet spéculatif et pour essayer de faire que l'impact sur le consommateur va être maintenu et contrôlé. Pour continuer sur l'électricité, les eurodéputés ont voté en juin la fin de la voiture thermique pour 2035, ce qui va faciliter ou en tout cas engager les Européens à acheter une voiture électrique et donc à changer complètement le parc automobile. Ma question du coup elle est simple, on a déjà des problèmes peut-être pour se chauffer cet hiver. Comment on va faire pour relier tout un nouveau parc de voitures électriques demain au réseau électrique alors qu'on a déjà des questions qui se posent pour cet hiver? Je pense qu'il faut pas. Est-ce que c'est pas rajouter un problème? Il ne faut pas confondre les objectifs de long terme et les problèmes du moment. Un exemple, les problèmes de corrosion des centrales nucléaires, c'est les problèmes sur lesquels EDF aujourd'hui met toutes ses équipes ardemment pour faire que le parc redémarre. Et donc, j'espère que c'est un sujet qui ne va pas traîner pendant des années et des années. Doit-on donc, parce qu'il y a ces problèmes temporaires, momentanés sur 1 ou 2 hivers, revenir sur l'électrification du transport? Non. 15 ans, c'est un délai très court quand même pour changer de parc. Oui, mais si vous ne mettez pas la contrainte, c'est quelque chose qui ne se fera jamais. Donc ça veut dire qu'il faut... Et attendez, le réchauffement climatique aussi, il n'attend pas. Donc vous avez vu l'accélération qu'il y a ces dernières années.
la dérive entre la COP 21 2015 et aujourd'hui. Donc si déjà 15 ans ou 13 ans, c'est très loin. Et donc si on ne garde pas des objectifs extrêmement volontaristes en la matière, on se retrouvera avec des voitures thermiques en 2050, 2060. Et donc ça veut dire que là, pour le coup, le réchauffement que vous, votre génération, vous aurez à gérer sera insoluble. Vous savez, il y a un grand économiste de l'énergie qui s'appelle Nicolas Stern. Et c'est le premier à avoir raisonné sur le coût de la non-transformation de nos économies. Et le rapport Stern, c'est un rapport qui, pour la première fois, explique que les changements, il faut les faire au bon moment, et suffisamment à temps, et que le coût des corrections, si on ne les fait pas, est diamétralement plus important. Donc ça veut dire qu'il faut raisonner sur le fait que oui, il faut y aller. Et donc il faut surtout pas ralentir le mode de transformation de la motorisation, sinon on va se retrouver demain avec côté réchauffement quelque chose qui va être ingérable. Vous parliez d'une politique européenne commune au niveau énergétique. Dans l'Union européenne, il y a 27 pays. Est-ce que c'est pas un peu compliqué de mettre tout le monde d'accord pour avancer dans la même direction? C'est pas un problème? Non, parce que regardez, on l'a fait. Quand il s'agit sur les 3x20, sur le paquet énergie-climat en 2007-2008, on a réussi à aligner l'ensemble des États membres sur 3 objectifs. 20% d'énergie renouvelable en 2020. Bon, d'ailleurs, là, nous, les Français, on n'a pas été très bons. Hein, on n'a pas été tellement au rendez-vous. 20% d'économie d'énergie et un dernier 20% qui est sur moins 20% d'émissions de gaz à effet de serre. Tout ça, on l'a fait. Hein. Donc ça veut dire que l'Europe, elle est capable de s'aligner. Mais comme dans toute société, il y a des tropismes différents. Il y a un tropisme centrifuge, un tropisme qui est plutôt un tropisme qui amène à partir chacun de son côté. Donc ce qu'il faut, c'est rappeler le sens. Et rappeler aussi 2 choses fondamentales. Plus l'Europe est divisée, plus l'Europe fonctionne en puzzle, plus nos concurrents dans le monde nous adorent. Les Américains, les Russes, les Chinois, qu'est-ce qu'ils adorent cette Europe à 27 qui parle dans tous les sens, avec des pays dans lesquels on peut jouer de son influence contre la vision commune européenne. Donc ça, c'est le premier point. Se dire qu'on n'est pas dans un monde de bisounours et que l'idée de travail en commun européen, elle est combattue par un certain nombre de continents et d'États qui n'y voient pas leur intérêt. Et donc, c'est les mêmes qui vont nous dire l'Europe c'est un ventre mou, ça marche pas. Attendez, ça marche pas parce qu'ils travaillent au corps pour affaiblir le projet européen. Et de l'autre côté, il faut se dire que le meilleur moyen de travailler entre Européens, c'est trouver des domaines, des segments sur lesquels on va engager des actions communes. Je parlais tout à l'heure de l'hydrogène, mais on a énormément de sujets sur lesquels le stockage de l'électricité, très beau sujet. Demain, pourquoi il n'y aurait pas un grand programme européen financé par la Commission européenne là-dessus? La digitalisation des réseaux, des infrastructures, c'est aussi un vrai beau sujet sur lequel on aura tous des questions pour le coup de souveraineté, de protection des données. Donc moi, c'est un sujet sur lequel depuis 10-15 ans, j'ai travaillé, j'ai publié, pour essayer de trouver les sujets à l'intersection des intérêts nationaux sur lesquels on peut avoir intérêt à travailler ensemble entre Européens. Mais voyez que les opinions, elles vont plutôt aimer un discours de facilité que les politiques vont leur tenir sur tel pays, c'est l'horreur, c'est l'abomination, c'est à cause de lui qu'on a des problèmes. Donc il faut qu'on se batte contre un certain nombre de contre-vérités, de fake news, sur le fonctionnement des systèmes énergétiques en Europe, et puis travailler politiquement sur des espaces communs sur lesquels on va essayer de s'engager et de se mobiliser. Je voudrais qu'on parle un peu d'euroscepticisme, parce que on voit une vague en Europe des peuples qui votent pour des partis qui sont un peu plus eurosceptiques. On l'a vu avec la Suède, on l'a vu ce week-end avec l'Italie, et parfois peut-être qu'il y a des déclarations qui, pourquoi pas, peuvent alimenter aussi tout ça. On a vu Ursula von der Leyen qui a déclaré qu'elle avait des outils comme pour la Pologne et comme pour la Hongrie, à entendre peut-être des outils de sanctions financières si le vote ne convenait pas à l'Union européenne. Est-ce que tout ça, ça peut pas alimenter un espèce d'euroscepticisme avec des propos quasiment d'ingérence vis-à-vis de l'Italie? Heureusement qu'il y a de l'ingérence. Et heureusement c'est pas plutôt les pays européens qui donnent les pouvoirs à l'Union européenne? Mais non, mais heureusement qu'on a les valeurs communes. Oui. Heureusement qu'on a mes valeurs ne sont pas celles de Madame Meloni, et heureusement.
et je vais combattre Madame Meloni parce que je suis un Européen, pas un Français. Attends, votre génération, vous ne l'avez pas connue, moi, quelques encablures, les fascistes italiens et le Parti national-socialiste, c'était une existence politique dans les États européens. Donc ma génération a réussi à bâtir un continent avec des valeurs, avec des règles politiques, et ce continent-là, il ne va pas se laisser intimider par quelques néo- ou post-fascistes en Italie. Donc Madame van der Leyen, elle est largement dans le mandat que les États lui ont donné. L'Europe, elle a des valeurs, elle a des objectifs, elle a des chantiers. Il ne faut pas inverser les choses. Hein. Parce qu'encore une fois, c'est les conservateurs, ou les néoconservateurs, ou les néofascistes en l'occurrence, qui sont ceux qui après vont dire du mal de l'Europe. Mais c'est pas l'Europe qui a tort. C'est le projet européen qui porte les avancées. Et l'Europe, ça date pas des traités qu'on a évoqués. L'Europe, c'est un projet qui date du 19e siècle, du 18e siècle. On trouve des racines au projet européen qui, par-delà les décombres et les dizaines de millions de morts que les nationalistes italiens, allemands nous ont infligés, à nous Européens, ont réussi à bâtir le projet. Parce qu'il ne faut pas inverser les rôles. Hein. C'est M. Mussolini qui a été le facteur de dizaines de millions de morts en Europe avec Hitler. C'est pas l'inverse. C'est pas une sorte de administration bruxelloise. En interférant dans le choix des peuples, enfin pas en interférant. Non, elle n'interfère pas. Elle dit qu'il y a un article du traité oui. où si on ne respecte pas les principes de base de l'Europe, dont l'état de droit, on n'a pas de subvention. Eh ben, c'est normal. Très bien. Ben, attendez, c'est normal, mais il faut surtout pas. Il ne faut pas renverser la vapeur. Hein. On approche la fin de cet entretien et j'aimerais qu'avant qu'on se quitte, vous nous parliez d'un livre que vous aviez sorti cette année avec un collectif, un groupe d'études géopolitiques qui s'appelle « Dans l'urgence climatique, penser la transition énergétique », un nom qui en dit long sur la situation actuelle. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet ouvrage ? Alors ça, c'est un livre qui est parti d'un constat, c'est que d'abord, ce sujet, il implique plusieurs générations. La mienne, mais aussi les plus jeunes, parce que c'est votre génération, celle des trentenaires, qui allait prendre à la figure les principales conséquences du choc climatique. Et donc on voulait envisager l'écriture de chacun des 12 chapitres à travers des jeunes et des moins jeunes, et des seniors, et c'est ce qu'on a fait. Et deuxième élément de ce livre, c'est qu'on s'est dit la transition écologique, les changements énergétiques, c'est pas qu'un sujet technique, c'est un sujet aussi éminemment économique, éminemment politique, avec des questions de partage, de socialisation des responsabilités. Et donc c'est un livre qui s'ouvre avec aussi des sociologues, des politologues qui posent le sujet. On est en France, dans le pays de Descartes, et on pose souvent les questions énergétiques avec un soubassement de points techniques. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi des questions sur comment on fait projet, comment on construit les questions d'adhésion et de dialogue. Et vous évoquez tout à l'heure la question du nucléaire, c'est un vrai beau sujet. Comment demain on relance ou pas le nucléaire? Est-ce qu'il y a un débat parlementaire? Est-ce qu'il y a un dialogue avec des citoyens? Vous voyez très bien qu'on ne peut pas, sur tous ces sujets, envisager uniquement des équations mathématiques ou physiques. Il y a aussi un sujet profondément politique, mais au beau sens du terme politique. Et donc c'est un peu ça la trame du livre. On est une vingtaine d'auteurs à l'avoir rédigé, et c'est un livre qu'on a fait paraître en folio pour qu'il soit grand public et assez vulgarisateur. Pour que ça me permette de donner quelques clés, mais vous le lirez en le lisant, si vous ne l'avez pas encore lu. C'est un livre qui n'essaie pas de plaider une thèse, qui montre la complexité. Par exemple, sur le sujet du nucléaire et des renouvelables, on évoque les différences de valorisation en termes de coûts. Il y a des coûts long terme d'un côté, des coûts court terme de l'autre, et la réponse, elle n'est pas il faut aller dans un sens ou dans l'autre. On est quelque part, on essaye de montrer la complexité des décisions à prendre. Pour terminer, j'aimerais qu'on fasse un petit bond dans le futur, dans 10 ans, 30 ans, 50 ans. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour le futur? Est-ce que la France, l'Union européenne auront réussi à relever les défis contemporains pour se diriger vers un modèle plus vertueux selon vous? Est-ce qu'on va dans la bonne voie aujourd'hui? Alors, 50 ans, je ne sais pas, parce que j'y serai pas, vous sans doute, mais moi je ne suis pas très certain. Donc, vous savez, en général, on se projette d'autant plus qu'on se voit soi-même dans le paysage.
Je suis plutôt inquiet de ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de démocraties européennes, de bonnes vieilles démocraties européennes, qui sont rattrapées par la facilité, la simplification, on en parlait tout à l'heure, les tentations d'extrême droite, hein, pour appeler un chat, parce que ça c'est faire fi de ce qui a été le drame du continent européen pendant plusieurs siècles. Ça a été des guerres meurtrières, parfois dans lesquelles nous Français on a été profondément acteurs, quand Napoléon part à la conquête de la Russie ou d'autres endroits, le champ de bataille il n'est pas vierge de tout cadavre à la fin, et donc malheureusement le terrain de l'Europe il a été un terrain de guerre extrêmement violente, meurtrissante pour les Européens. Et il y a une sorte de parenthèse dans l'histoire qui démarre en 1945, qui nous fait courir jusqu'à aujourd'hui 2022. Donc mon seul espoir, c'est que cette parenthèse se prolonge le temps nécessaire, encore 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais vous voyez, le projet ou la question sur quel type d'Europe, est-ce que l'Europe aura les réponses, je le placerai volontiers dans le risque majeur aujourd'hui, qui est un risque de repli dans des logiques nationales, dans des logiques d'affrontement entre les peuples. L'Europe, elle vient de... Il y a un très bon bouquin qui s'appelle Le destin de Babel, qui a été écrit par Laurent Wirth, qui est un historien, et qui a été publié l'an dernier, qui montre ce croisement. L'Europe, c'est pas un peuple, c'est pas une forme de morphologie, c'est pas une couleur de cheveux, c'est un rassemblement de plusieurs croisements de tendances. Moi, je suis originaire de Montpellier. Grâce à la culture arabo-musulmane, nous avons eu la première faculté de médecine à Montpellier, de même que la première faculté de droit. Et donc comment pourrais-je aujourd'hui, en 2022, dire je ferme mon espace par construction par rapport à telle ou telle culture, telle ou telle nationalité? Or ça, c'est le risque qui aujourd'hui apparaît un peu partout en Europe et qui peut être mortifère pour le projet européen. Donc l'avenir écologique et de sobriété, on va dire énergétique, dépend selon vous quand même de ce climat géopolitique? Oui, et de la solidarité. Vous voyez, c'est le maître mot. Vous avez employé les deux bons adjectifs. Le troisième, c'est solidarité. Et la solidarité, c'est pas la naïveté, c'est pas le fait qu'on se voile la face sur les difficultés, mais c'est qu'on essaye de sublimer, ou comme dirait le philosophe, de subsumer les difficultés dans une dynamique commune. Et dans une dynamique, bien sûr, pacifiste, mais pas pacifiste au sens peace and love. Pacifiste parce que la paix est un combat permanent. Hein, et on voit bien ce qui se passe en Ukraine. Conflit absurde, conflit complètement délirant, qui est né dans la tête d'un dictateur qui avait une envie d'assouvir, alors que la proximité culturelle entre les Ukrainiens et les Russes fait que ce conflit n'a pas de sens. Mais il nous renvoie au fait que le territoire européen peut être soumis à d'autres phénomènes de tension, d'autres phénomènes d'affrontement, et ça, c'est ce qui doit nous guider dans toutes les protections nécessaires pour l'éviter. Michel Derdevé, merci beaucoup de nous avoir accordé ce grand entretien qui était très intéressant. Puis vous revenez quand vous voulez dans nos studios avec grand plaisir. Avec grand plaisir, merci beaucoup.